Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en pleine forme car dans cet épisode consacré au fonctionnement économique de nos fermes, on va parler d'argent et on va parler notamment de quelques éléments bien utiles, je pense, pour bien gérer son parc matériel. On a vu dans les précédentes vidéos que les charges de mécanisation faisaient partie souvent des charges les plus élevées des entreprises agricoles. Et fidèle à la vocation de cette chaîne, où on parle de technique, on parle de terrain, on parle de plantes, on parle de sol, on parle de matériel, on parle d'actualité, mais on parle aussi de la réalité économique de nos fermes. Alors dans ce quatrième épisode, on va notamment parler de la forme juridique, de la forme sociétaire, entreprise de travaux agricoles, la forme ETA, qui peut être une forme, vous allez le voir, très utile pour bien gérer son parc matériel sans forcément faire beaucoup de travaux de prestation à l'extérieur, mais qui peut vous permettre de faire vos travaux sur votre propre ferme en ayant une gestion du parc matériel optimisée. C'est ce que je vous propose de décrire dans cette vidéo. Alors je ne suis pas expert comptable, l'idée c'est de vous parler de mon expérience, des atouts et contraintes éventuelles de cette forme juridique. On s'écartera un petit peu à d'autres formes où je vous ferai part de mon expérience, de l'intérêt que ça peut avoir sur la gestion de la trésorerie, sur les amortissements, sur l'achat, la revente, sur la TVA, bref, toutes ces astuces qui peuvent nous permettre concrètement de trouver des solutions sur nos fermes, car pour le moment, si on attend que ça vienne d'en haut ou de sur les côtés, on n'est pas sorti. Alors si ça vous intéresse, on est parti. Allez, on est parti pour ce quatrième épisode consacré au fonctionnement économique de nos fermes. Alors d'ores et déjà, excusez-moi un petit peu par rapport à la voix, j'ai fait beaucoup de terrain ces 15 derniers jours et j'ai, je pense, attrapé un petit coup de froid. Alors j'en suis désolé, j'espère que je vais aller jusqu'au bout. Alors si vous vous rappelez, on avait fait une première vidéo dans cette série des fonctionnements économiques de nos fermes consacrée à la détermination des prix de vente, les prix de vente objectifs, et Dieu sait si c'est important, hein, pour avoir une certaine visibilité. Dans une deuxième vidéo, on avait parlé des aides compensatoires, combien touchaient les agriculteurs. Et dans une troisième, on a notamment parlé justement des coûts de matériel, des consommations hectares, du temps hectare, des financements, des amortissements. Donc ce quatrième épisode est directement en relation avec la gestion du parc matériel puisque je l'ai évoqué dans cette vidéo et derrière, vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo sur ça. Donc je ne suis pas expert comptable, je vous le dis d'avance, je ne suis pas un spécialiste juridique ni de comptabilité fiscale ou autre. Mais je vais vous parler de mon expérience et vous donner des astuces qui me semblent justes, utiles et qui amélioreront, je pense, votre lisibilité sur vos charges, mais aussi amélioreront votre efficacité sur la fiscalité, sur votre trésorerie, les durées d'amortissement, on va parler de date de clôture, de tout un tas de choses qui paraissent basiques, mais qui sont trop souvent faites de manière toujours un petit peu de la même manière par les comptables qui nous l'imposent ou nous le proposent, mais de manière un peu insistante. Et nous, en tant qu'agriculteurs, on n'a pas toujours l'expérience ou l'information pour se dire, mais non, on peut complètement faire autrement. Donc je pense que ça devrait vous intéresser, notamment les plus jeunes qui sont, si on peut vous éviter de faire les erreurs qu'on a pu faire nous, au moins cette vidéo, on n'aura pas tout perdu. Alors déjà, vous dire en introduction qu'on ne connaît le coût d'usage complet d'un matériel, combien il vous a coûté au total, qu'une fois que vous l'avez vendu. Vous l'avez acheté, bien l'acheter c'est important, bien l'utiliser qui ne vous coûte pas trop cher c'est important, mais bien le vendre c'est très très important. C'est là qu'on connaît son coût final. Et il se trouve que les formes classiques de nos fermes agricoles, lorsque l'on revend du matériel, on peut être pénalisé par ce qu'on appelle les plus-values. Alors je n'y reviens pas, mais en gros c'est quand on vend un matériel plus cher que sa valeur qui reste dans votre comptabilité. Je fais simple, vous irez voir dans la troisième vidéo, on en a parlé en détail. Et il se trouve qu'il y a encore aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, une forme sociétaire qui s'appelle entreprise de travaux agricoles, une EURL ou une SARL si vous êtes plusieurs associés. Moi je suis tout seul, donc c'est une EURL, un individuel, et donc qui vous permet d'avoir une visibilité du parc matériel. Alors comment j'ai fait cette société? C'est lorsque moi j'ai une ferme en individuel à mon nom propre, c'est-à-dire que je ne sépare pas les dettes. Je suis partie prenante de la ferme, beaucoup d'entre vous sont peut-être sous ces formes-là, mais arrivent de plus en plus en agriculture des formes sociétaires. Il n'y a pas besoin d'être plusieurs pour y être, mais malgré tout, c'est souvent une des raisons. On s'associe et on veut être moins responsable des dettes en étant à responsabilité limitée, ce qu'on appelle comme le font les artisans, les commerçants, comme les SARL. Alors par le passé, j'ai eu une SARL dans les travaux publics qui permettait avec un petit capital de démarrer une entreprise. Et finalement, s'il y a un problème, on est responsable qu'à hauteur, entre guillemets, ça c'est théorique, que la valeur du capital qu'on a investi.
Et ça ne vient pas toucher vos biens personnels. C'est vrai que dans une ferme, en individuel, c'est un peu différent, mais ça vous ouvre aussi, vous le savez bien, beaucoup plus de liberté. C'est des fermes familiales, il n'y a pas souvent intérêt à se mettre en société lorsqu'on est tout seul sur sa ferme. J'ai repris une ferme en 2011 et là, je n'ai pas souhaité réunir les deux fermes en une seule pour plein de raisons. Vous connaissez au niveau des aides-PAC, pour des raisons fiscales, pour des raisons aussi de visibilité. J'ai toujours eu l'habitude d'avoir plusieurs structures et que chacune soit autonome et ça vous donne des outils fiscaux, des outils comptables, des outils techniques aussi, vous allez voir, pour mieux gérer ça. Alors, c'est des contraintes en plus. Il y a en gros 2 000 € de coûts de comptabilité par structure. Mais moi, je fais le minimum, c'est-à-dire que je n'ai pas de rendez-vous annuel avec des conseillers, etc. Il y a bien longtemps que j'ai compris que ça ne me servait à rien. J'ai appris et aujourd'hui, je me débrouille 100% tout seul pour faire cette gestion-là. Moi, c'est juste l'enregistrement comptable, la partie formaliste qui est fait par mes comptables. Donc, c'est aussi pour ça que le coût n'est pas le même que des 3 000, 4 000, voire plus qu'on peut voir à droite et à gauche. Donc, quand j'ai repris cette ferme, l'épouse du cédant avait encore quelques années à faire avant sa retraite, donc on a créé une SCEA, c'est-à-dire qu'on s'est associé, elle était non exploitante et elle est restée avec moi jusqu'à sa retraite. Et quand elle est partie, j'ai fait rentrer mon épouse qui a un travail à l'extérieur, mais qui est rentrée avec 1% en non exploitant, pour la simple et bonne raison que s'il m'arrivait quelque chose, je ne voulais pas qu'elle ne puisse pas continuer la ferme simplement parce qu'elle n'avait pas d'expérience agricole. Et ça, c'est un point important, puisque notre propre profession nous met des bâtons dans les roues quand ce n'est pas le cas, c'est-à-dire soit en demandant de faire un stage, soit un diplôme agricole, blablabla. Quand on sait à quoi ils servent aujourd'hui, on peut se poser la question. Donc ça, c'est une des raisons qui a fait que mon épouse est partie prenante dans cette ferme-là. Voilà, donc ça, c'est important. Et quand j'ai repris cette ferme, le matériel de la ferme que j'ai repris, je n'ai pas repris dans la SCEA, j'ai créé une ETA à ce moment-là. Ça a permis de rentrer tout ce matériel de la reprise pour créer le matériel de l'ETA, tout simplement. J'ai revendu tout mon matériel de ma ferme individuelle à cette ETA, donc ça m'a permis de réévaluer la valeur de ce matériel-là et de le revendre à l'ETA. Avec le chiffre d'affaires de ma ferme de 95 hectares, je n'étais pas au plus-value, donc j'ai pu le réévaluer, ça c'était aussi l'astuce. Si on réunissait les deux fermes, là en chiffre d'affaires, on aurait été au-dessus de la norme pour être imposé au plus-value, vous en doutez bien, donc c'était une des raisons. Et puis l'ETA permettait d'avoir une vraie visibilité. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout ce matériel-là, presque tout on va dire, je l'ai revendu pour finalement me créer le parc matériel idéal que je voulais, tout en gardant une enveloppe à l'hectare équivalent à un entrepreneur. Un peu plus, j'ai pris une marge de manœuvre, donc c'est-à-dire 450 € de l'hectare de prestations. Donc mes deux fermes n'ont pas de matériel, n'ont pas de GNR à gérer. Le financement et les charges matérielles sont uniquement dans l'ETA. L'objectif de l'entreprise de travaux agricoles n'est pas de faire un gros bénéfice. Il y a 2 clients, 3, puisque parfois je fais des factures aussi autres, de conseils, etc. J'ai mis un objet assez large, donc ça c'est à vous de le choisir. Mais moi j'ai rajouté le conseil à l'intérieur, j'ai rajouté tout un tas de choses, les travaux publics, ce qui me permet de presque tout faire avec cette ETA. La production de photovoltaïque, j'ai un hangar photovoltaïque, il fallait une structure pour ça, donc l'ETA me sert à ça. Ça permet quoi? C'est que cette enveloppe de 450 € correspond à quelque chose qui vous donne un garde-fou. Vous savez toujours où vous en êtes, vous savez aussi quand c'est nécessaire d'augmenter la prestation par l'augmentation du matériel, on n'est pas dans l'à peu près, on n'est pas voilà, j'ose pas faire, etc. Et puis j'avais l'idée de prendre cette enveloppe-là et de tout de suite faire l'idéal. 2 tracteurs, un déchômeur, un semoir, voilà, le pulvé je l'ai laissé en individuel pour ne pas être dans la prestation soumise aux audits, à tout ce qui nous est demandé en tant que prestataire de service d'épandage de produits phytosanitaires. Donc là je ne suis pas concerné, ayant une part dans la SCEA et une part dans la ferme individuelle, je peux très bien avec l'individuel aller faire mon autre ferme avec mon pulvé sans faire de la prestation. Donc l'ETA n'a pas de pulvé, ça c'est important. C'est des astuces, mais c'est des choses, faut éviter de s'encombrer avec tout ce qui vous... Voilà, et ça peut être très bien faire une prestation chez un agriculteur en prenant 1% s'il est d'accord dans la société, ça peut être une part à 10 € et ça y est, vous avez le droit de venir lui faire la pulvée. C'est des choses toutes bêtes, en tout cas pour l'instant que c'est comme ça. Alors quel est l'avantage de l'ETA? C'est que vous pouvez revendre du matériel plus cher qu'il n'a été amorti, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et ça, on ne pensait même pas que par les temps qui courent, on arriverait à ces niveaux-là. C'est-à-dire qu'on revend aujourd'hui des matériels qui ont 4-5 ans, le prix qu'on les a achetés, tout en ayant amorti sur des longues durées. Car qu'est-ce qui se passe sur des fermes classiques, individuelles, SCEA, GAEC, etc. C'est qu'on amortit à peu près à la même durée que le financement, et puis on veut aussi un peu des charges pour éviter des problèmes fiscaux, etc. Là, ce n'est pas la même chose, puisque l'objectif de l'ETA est d'équilibrer les comptes, c'est tout. Donc, on peut prendre des durées d'amortissement longues, ce qui fait qu'on ne pénalise pas trop l'entreprise chaque année. On peut prendre des financements plus longs, et Dieu sait, vu le prix du matériel, il faut vous imposer, les amis. Vous avez trop de comptables qui vous disent c'est 5 ans ou 7 ans maximum pour un tracteur. Non, ça peut être 8 ans, ça peut être 9 ans, une batteuse, ça peut être 10 ans.
C'est à vous de justifier que la durée, vous allez les garder un minimum. Et voilà. Et l'avantage de ne pas être plus-value, c'est qu'on peut faire des amortissements longs, donc qui font une dégression faible du matériel chaque année. Donc ils lui donnent une forte valeur à la fin, mais finalement, vous n'êtes pas imposé là-dessus. Donc du coup, c'est tout bénef, vous ne vous pénalisez pas trop en faisant des charges trop élevées de financement et d'amortissement chaque année. Je vous rappelle, l'amortissement, c'est un peu du virtuel, hein, c'est ce qui conduit certaines entreprises à, toujours pour le fiscal, à faire ces erreurs-là. Donc ça, c'est un des premiers leviers, c'est ce côté plus-value. Le deuxième levier, c'est la visibilité du coût hectare. Ça, c'est très important. Le fait de gérer son coût hectare de matériel, c'est un atout et je pense qu'on peut mieux le faire quand l'entité, elle ne sert qu'à ça. Toutes les entrées de gasoil, etc., on peut investir qu'en fonction de cette enveloppe. Le troisième levier, c'est les dates de clôture. La ferme en individuel a une clôture au 31 janvier. Vous allez me dire pourquoi cette date bizarre, vous allez voir pourquoi. L'ETA est au 30 juin et la SCEA est au 31 décembre. Comme vous le savez, la date de clôture va correspondre à un exercice fiscal. 30 juin, c'est très bien, c'est juste avant la moisson. Les charges de financement de l'ETA sont souvent en fin d'année, début de l'année d'après. Ça permet aux fermes de revendre leur production pour payer l'ETA dans ses prestations. On fait des factures avec le temps, avec le roulement, tous les trimestres à peu près, ce qui permet le fonctionnement de l'ETA. Le 31 décembre va être le même exercice fiscal que l'ETA, puisque c'est dans la même année civile. Par contre, la ferme individuelle, au 31 janvier, bascule sur un exercice fiscal 2025. Là, je vais clôturer au 31 janvier ma ferme individuelle. La SCEA va être sur le revenu de l'année à venir. Par contre, la 31 janvier va être sur l'exercice d'après. Ça vous donne donc des possibilités de vous facturer entre les entreprises pour diminuer les résultats de l'un ou l'autre. C'est ça l'intérêt des dates de clôture. Sans parler de la visibilité. Le 31 janvier, lorsque vous clôturez, vous êtes en plein dans l'action. Vous êtes dans l'année en cours. Vous n'avez pas un an et demi de retard au 30 juin, c'est complètement déconnant. Ça ne sert pas à grand-chose. Ça étale le travail des comptables. Mais pour vous, techniquement, ce n'est pas l'idéal. Voilà, à mon humble avis. Autant pour l'ETA, c'est l'idéal, puisque ça correspond bien à la prestation annuelle, puisque c'est des contrats annuels. Donc on fait un contrat avec un prix, etc. Et ça, c'est très très important. Alors l'ETA peut permettre pour moi une autonomie en matériel. Car c'est bien de dire on prend du matériel en commun, etc. Mais là, par l'allongement des durées d'amortissement et aussi de financement, qu'il faut vous battre pour les obtenir, c'est important, eh bien vous pouvez parfois investir tout en n'ayant pas une surface. Moi, j'ai 240 hectares, il y a des choses qui deviennent compliquées. Par ces systèmes-là où on ne craint pas les plus-values, on peut amortir sur plus long, et bien on ne se pénalise pas et on peut donc investir pour conserver son autonomie. Et moi, je pense que c'est très très important. La TVA, ça c'est le quatrième levier. Beaucoup trop d'agriculteurs sont en TVA annuelle. C'est ubuesque, c'est un truc de fou. Il n'y a personne qui fait ça vu les sommes engagées aujourd'hui. Donc moi, j'ai tout mis au trimestre. Toutes mes fermes sont au trimestre. Les fermes et l'ETA. C'est un gros avantage. Vous avez une visibilité permanente. Ça oblige aussi les comptables à faire le boulot en temps et en heure pour clôturer aussi en temps et en heure. Donc, l'avantage pour moi de l'ETA, c'est ça, c'est cette visibilité-là. Alors, le temps que ça durera, c'est pas évident que ça dure tout le temps. Voilà, donc date de clôture, gestion de TVA, amortissement et cumul entre les entreprises. Donc pour conclure, je vous parlerai des bilans. Est-ce qu'il est utile d'avoir un beau bilan avec un beau résultat? Moi, je vous le dis d'avance, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Tout banquier digne de ce nom sait lire entre les lignes. Alors, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais l'avantage d'avoir une des entreprises qui peut faire zéro, c'est que par exemple, quand vous clôturez au 30 juin, la moisson à venir est bonne, on peut refaire des factures juste avant ou en moins. On peut en faire en moins pour ne pas pénaliser la ferme, qu'on refera un peu plus tard dans l'exercice, qui vont basculer fiscalement dans un autre niveau pour la MSA, pour tout ça. Donc, c'est tout l'intérêt. Moi, je cumule des revenus différents qui peuvent annuler les uns des autres. À quoi ça servirait que j'ai que du positif dans toutes ces structures-là? Bien au contraire. Il vaut mieux avoir une en déficit de 25 000 euros, par exemple, une autre en résultat de 25 000 euros, ça fait zéro. Vous comprenez? Donc c'est ça l'objectif qu'on a. Et jusque peut-être 5 ans avant la retraite, il faut sans doute aller comme ça. Alors c'est épuisant. À des moments où on aurait envie de ne pas investir, on va quand même le faire, parce que c'est dans notre intérêt fiscal, de renouvellement, d'éviter de remettre trop d'argent à chaque fois, quoique ça devient aussi compliqué de le faire. Là, on joue un petit peu sur les durées de longueur, mais c'est très très important. Et on reste propriétaire. C'est-à-dire que l'astuce qui va vous être proposée et qui est déjà en pleine route là en ce moment, alors ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, c'est la location. On en a un petit peu parlé dans la troisième vidéo, mais ça aussi c'est un peu un piège au final quand on y regarde bien. Alors la location avec option d'achat, la LOA, qui permet, comme pour les voitures, maintenant vous n'avez même plus le prix de vente, on vous parle que de loyer. Ça, c'est un moyen de faire un beau bilan.
puisque ça ne passe pas du tout de la même manière dans le bilan, ça passe comme une charge unique, il n'y a pas l'amortissement, il n'y a pas de ça, donc ce n'est pas du tout la même chose. Quelqu'un qui n'est pas en capacité d'investir par un financement pour acheter le véhicule va pouvoir le faire en cachant un peu ça à sa banque parfois, d'ailleurs, ça se fait aussi quand les gens sont un peu plus dans cette difficulté-là, d'aller vers la LOA. Ça peut être aussi, lorsqu'on a beaucoup de résultats, on loue pour faire un gros loyer une fois pour toutes, et puis après on peut racheter le matériel plus tard, ça aussi ça se fait. Mais bon, je pense que ces dernières années c'est peut-être un peu moins le cas, mais ça existe, il y a certaines entreprises qui ont besoin de défiscaliser de cette manière-là. Donc je voudrais dire à tous les jeunes que de créer un parc matériel, il faut compter une vingtaine d'années, 20-25 ans minimum. Il faut savoir faire les bonnes mesures au départ. Ça veut dire qu'il faut être capable de tout prendre parfois pour tout remettre à zéro. Voilà, c'est très très important de pouvoir se le dire. Et l'ETA peut permettre ça, c'est une entité à part entière. Je conclurai en vous disant, lorsque je vais arrêter mon entreprise, lorsque je vais arrêter la ferme, que je vais décider d'arrêter l'agriculture, soit à céder, chaque structure est plus facilement cédable aujourd'hui que si j'avais tout réuni en une seule, au niveau capitalisation. On se plaint tous de ça, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, céder une ferme de 100 hectares, une autre de 130, et puis un parc matériel au milieu, c'est beaucoup plus facile. La ferme de 140 hectares là-bas, la SCEA, l'ensemble des baux de loyer des terres sont au nom de la SCEA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux très bien avoir quelqu'un qui me reprend mes parts, entre guillemets, personne n'intervient, il n'y a pas de commission des structures, il n'y a pas un tas de zozos qui vont venir nous dire ce qu'on a à faire, nous. Et ça, il y a beaucoup de notaires qui sont réticents à ça, alors que c'est une vraie sécurité pour les propriétaires et c'est aussi une sécurité pour les entreprises agricoles, car le risque foncier, c'est devenu le risque le plus important. Le parc matériel, pour diminuer le coût de reprise de ferme, qui va demain peut-être plus être finançable par des jeunes repreneurs ou des agriculteurs qui souhaitent s'agrandir, le parc matériel peut se revendre tout seul. Comme un maçon, quand il arrête sa carrière, des fois il va vendre tout son matériel, sa bétonnière, sa pelle, son machin, ben nous on fera la même chose. Et on ne sera pas au plus-value et on pourra vendre ça. Sur une ferme, ce n'est pas déjà la même chose. Quand vous vendez le matériel à la fin ou que vous le faites reprendre, c'est plus compliqué. Donc voilà, donc pensez à ces notions-là, ça peut paraître compliqué, c'est des contraintes en plus, hein, mais le cerveau on s'y habitue. Moi j'ai un GFA aussi, on a la SARL avec Phytosol, j'ai une société de conseil, pas de conseil, de travaux publics. Donc c'est vrai que j'ai appris durant toutes ces années un peu comment fonctionnaient les différentes formes aussi de taxation. Hein. Les impôts sur les sociétés ne sont pas les mêmes qu'en individuel, etc. Donc c'est très intéressant, mais il ne faut pas se faire enfumer par les discours classiques sur les dates de clôture, sur la TVA, sur le fait d'avoir un beau bilan ou un mauvais bilan. Ça, voilà, je pense sincèrement qu'un agriculteur qui s'en sort bien, c'est un agriculteur qui, tous les efforts qu'il fait, il peut les remettre dans son entreprise sans entre les deux se faire taxer. Donc entendre aujourd'hui des agriculteurs qui se font lapider par la MSA ou par les impôts, c'est qu'ils n'ont pas une bonne gestion fiscale, à mon humble avis, ou qui n'ont pas assez de structures pour diluer tout ça dans les uns les autres, ou qui n'ont pas des dates de clôture assez différenciées pour pouvoir jouer entre les structures, ou dans ce cas-là, et là tant mieux pour eux, ils ont d'excellentes performances avec des marchés qui font qu'ils ont beaucoup de retours, et c'est tant mieux. Mais je veux dire par là, voilà, dans ce cas-là, on ne s'en plaint pas, ça fait partie de la vie aussi. Voilà les amis, j'espère ne pas avoir été trop long, j'espère avoir été clair, j'espère que vous m'avez entendu. L'idée c'était de vous parler de ce sujet-là, je pourrais répondre à vos questions. Je vous remercie car depuis la dernière vidéo où je vous ai parlé de politesse, c'est super agréable. Je gagne un temps fou en supprimant tous ceux qui ne respectent pas ça. Souvent d'ailleurs, ils n'ont pas regardé la vidéo et puis ils n'ont pas grand-chose d'utile à nous dire. Donc là, c'est extra et la qualité des commentaires, là, je vous dis les gars, les filles, formidable. Et je vous en remercie beaucoup. Donc continuons d'échanger si ça vous a intéressé sur ces aspects fiscaux, comptabilité, forme d'entreprise. Voilà, c'est ce que je peux vous dire à mon petit niveau. À bientôt les amis, et cette fois sur le terrain, mais je pense que quand je vais vous parler d'azote, vous aurez tous fini, non? Ah oui, j'en suis à peu près sûr. Bon, c'est à peu près tous les ans comme ça, mais c'est pas grave, on en parlera quand même, on y croit. À bientôt!